Ces derniers temps, quand on évoque l'espace, les noms d'Elon Musk, de Jeff Bezos ou de Richard Branson, sans compter ceux de manias divers un peu plus discrets ou davantage spécialisés, encombrent l'actualité chaque trimestre ou presque. Aux vieilles rivalités géopolitiques, étendues à l'espace proche et au système solaire, soviéto-américaine jadis, peut-être sino-américaine plus récemment, semble avoir succédé tout autre chose. Une course d'ultramilliardaires captant le plus de fonds publics possible, en apparence dans une quête de rêve spatial pour l'humanité, rapidement mise en mots, en images et en déclarations quelque peu tonitruantes. You can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? Drop thermonuclear weapons over the poles. Et dans une quête de profit à venir et de mainmise extractiviste, beaucoup plus vraisemblablement dès que l'on se penche sur ce qui est écrit ça et là en petits caractères. Un nouveau terme plus qu'inquiétant s'est fait jour, celui d'astrocapitalisme. On connaissait l'espace en champ de bataille potentiel. La guerre des étoiles de Ronald Reagan n'était que la première des initiatives stratégiques, des uns ou des autres, conduisant à militariser pour de bon les cieux étoilés, au mépris éventuel des conventions internationales, initialement conçues sur le modèle de l'Antarctique pour préserver ce continent extérieur de toutes atteintes et captations. Désormais, l'espace est aussi, et de plus en plus, une mine à ciel ouvert pour tous les appétits qui en auront les moyens et le droit, prêt à devenir une fois de plus celui du plus fort ou du plus riche. You still can have a life. You have to trust me. Please. Trust me. No. L'espace est-il condamné désormais à n'être qu'un champ de bataille, un supermarché ou un subtil mélange des deux ? La science-fiction s'est penchée depuis son origine ou presque sur les scénarios et les alternatives qui hantent ce qui conduit, là encore, là aussi, du rêve scientifique au cauchemar capitaliste. Elle a su accompagner et proposer, comme on va le voir, le pire comme le meilleur peut-être, de nos imaginations artistiques, culturelles et tout simplement humaines. C'est Antoine qui nous rappelle maintenant, pour ancrer la discussion, cette place ancienne et merveilleuse de l'espace dans nos imaginaires. Avant l'apparition et le développement de la science-fiction moderne, même si ses contours sont toujours aussi flous aujourd'hui, la littérature s'était déjà emparée de thèmes scientifiques qu'elle cherchait à extrapoler. L'espace y occupait une place centrale qui ne s'est jamais démentie. Au cours du 19e et du 20e siècle, toute une littérature française s'appuie sur les progrès et les promesses de la science pour imaginer des histoires plus ou moins farfelues, et se nourrit surtout de la même exaltation et soif de découverte que les scientifiques eux-mêmes. Le plus célèbre de ces représentants est bien évidemment Jules Verne, écrivain prolifique et père fondateur du genre, qui égrène plus de 70 romans et nouvelles entre 1851 et 1905. Oui, ça fait plus d'un par an, et sans compter ceux qui seront édités à titre posthume. Il y explore toute une panoplie de thèmes qui inspireront des générations de continuateurs, des personnages d'aventuriers scientifiques, les mystères dévoilés par la progression de la connaissance, les exploits de la technique moderne, etc. En ce qui nous concerne, c'est surtout son roman De la Terre à la Lune, en 1865, qui pose les bases décisives de l'aventure spatiale en littérature. Il servira notamment d'inspiration à Georges Méliès, qui en 1902 produira l'un des premiers chefs-d'œuvre des effets visuels au cinéma, avec son film Le Voyage dans la Lune. Mais Verne et Méliès ne sont pas les seuls à explorer ces thématiques. Ils occultent souvent, par leur aura, toute une galaxie littéraire qui s'épanouit en parallèle. En 1909, le français Maurice Renard écrit un manifeste du merveilleux scientifique, qu'il définit comme ceci. Une fiction qui a pour base un sophisme. Pour objet, d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité, et pour moyen, l'application des méthodes scientifiques à l'étude compréhensive de l'inconnu et de l'incertain. En gros, il s'agit d'aborder le rêve avec une démarche rationnelle, 20 ans avant l'apparition du terme américain « science fiction ». Dans son bouquin « Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique 1909-1930 », la chercheuse Fleur Hopkins-Loferron explore la très riche production visuelle de l'époque. Le merveilleux scientifique est un genre littéraire et graphique
dès l'origine. La fiction fait alors aussi partie de la palette des outils disponibles et utilisés par les scientifiques pour imaginer l'inobservable. C'est la science-fiction, au sens le plus strict de fiction scientifique, s'appuyant sur des connaissances réelles ou des hypothèses. C'est ce que nous montre l'historienne Frédéric Aït-Touati dans son essai Contes de la Lune, essai sur la fiction et la science moderne de 2011. Les récits sont alors perçus comme un puissant levier d'accompagnement de la recherche et de vulgarisation auprès du public, comme chez les deux fondateurs américains du genre, Hugo Gernsback, le fondateur du magazine pulp Amazing Stories, et John Campbell de Outstanding Science Fiction. Aujourd'hui, un artiste comme John D. Boswell, qui tient la chaîne YouTube Melody Ship, est exactement dans cette veine. Imaginez à quoi pourrait ressembler ce qu'on ne peut pas voir, extraterrestre, période future du système solaire, etc. Allez jeter un coup d'œil, c'est fou. À l'époque, les deux guerres mondiales et leurs massacres savamment orchestrés ne sont pas encore venus écorner l'idée commune que la science ne peut qu'apporter un avenir radieux et repousser les frontières terrestres de l'humanité. L'intrication entre recherche scientifique et rêve fictionnel est alors manifeste, l'une et l'autre se nourrissant mutuellement. Un auteur contemporain comme Alex Alice poursuit aujourd'hui cette logique avec sa très belle série de BD Le Château des Étoiles, qui renoue avec l'émerveillement de l'exploration spatiale et non la conquête, de la découverte et de la compréhension mutuelle. Mais le lien de la fiction avec l'espace change de nature après 1945. Dans le contexte pesant de la guerre froide et de la rivalité exacerbée entre États-Unis et Union soviétique, l'imaginaire va être, de gré ou de force, largement enrôlé pour créer l'enthousiasme populaire vis-à-vis de cette nouvelle frontière qui rappelle plus ou moins en douce aux uns et aux autres les temps bénis de l'expansion territoriale tous azimuts du Far West américain au Far Est sibérien. C'est le rappel que pratiquent notamment Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin dans leur essai « Une histoire de la conquête spatiale », publié chez l'éditeur indépendant La Fabrique en 2024. Aux côtés du sulfureux Werner von Braun, enrôlé par les États-Unis pour étendre son savoir-faire en matière de fusées nazies V2 aux propulseurs spatiaux de la NASA, et immortalisé par Stanley Kubrick sous les traits à peine déguisés du célèbre Dr Folamour, on trouvera ainsi tout naturellement le déjà empire Walt Disney pour réaliser de véritables films de propagande tels que Man in Space et Man on the Moon en 1955 ou Mars and Beyond en 1957. An atomic-powered spaceship has been suggested by a leading scientist in the rocket and guided missile field, Dr. Ernst Stuhlinger, who for some years has been working closely with the rocket engineer, Dr. Werner von Braun. Si l'on regarde d'un peu plus près les productions qui structurent les imaginaires de ces années-là, auprès du grand public certes, mais aussi et surtout auprès de toute une population d'ingénieurs et de scientifiques amateurs de science-fiction, justement, et ce, aux États-Unis comme en Union soviétique, on s'aperçoit de l'invasion presque littérale des space enthusiasts, en lien souvent étroit avec le complexe militaro-industriel aérospatial. Dès que l'exploration de l'espace est devenue de facto une conquête, elle est redevenue l'affaire militaire d'où elle était issue. Un lanceur spatial n'est alors au fond jamais qu'un gros missile intercontinental et vice-versa. Et la SF, là aussi, emboîte le pas, voire le précède. La période 1945-1975 voit un essor sans précédent d'une SF spatiale très scientifique, mais surtout très militariste, produite plus ou moins à la chaîne, malgré quelques résistances notables, tandis qu'une grande partie des autrices et auteurs abandonnent le terrain ainsi miné de l'outer space pour se concentrer sur celui de l'inner space, et donner naissance à la précieuse New Wave, qui révolutionnera le genre à partir de 1965 environ, mais ceci est une autre histoire. On ne soulignera d'ailleurs jamais assez l'importance dans ce domaine d'un Jerry Pournelle, ingénieur aéronautique de haut niveau chez Boeing et chez Rockwell pendant plus de 30 ans, reconverti en auteur de survivalisme et de science-fiction à succès. Même s'il n'y atteindra jamais la renommée mondiale de son ami Larry Niven, il fut tout de même président de la SFWA, l'association professionnelle des auteurs de SF américains, en 1973. Et en influenceur politique, défendant des vues qu'il qualifiait lui-même de paléoconservatisme. On lui doit notamment la création et l'animation du Citizens Advisory Council on National Space Policy, think tank très actif dans les années 1980, jusqu'à rédiger une grande partie des discours de Reagan à propos de l'initiative de défense stratégique, plus connue justement sous son surnom de guerre des étoiles, dans lequel il était parvenu à enrôler, aux côtés d'astronautes et de militaires de haut rang retraités, ainsi que de cadres dirigeants de l'aéronautique et des industries de défense, des auteurs beaucoup plus influents que lui auprès du lectorat, tels que Poul Anderson, Greg Bear, Robert Heinlein, Gregory Benford, ou encore, naturellement, Larry Niven. Mais de manière peut-être inattendue, le succès d'Apollo sur la Lune en 1969, puis la détente entre États-Unis et Union soviétique, amène la désillusion pour la conquête spatiale. Faute d'adversaires,
le soufflet retombe d'une certaine façon. Dans le réel, l'espace revient à la science as usual. Dans la fiction, il devient, ou redevient, avec grand succès d'ailleurs, le décor relativement vide d'aventures de western ou de KPDP. On pense évidemment à la trilogie originelle Star Wars entre 1977 et 1983, tandis que la conquête spatiale devient un sujet de nostalgie technique de tout premier ordre, et on pense ici par exemple à l'énorme succès du film Apollo 13 en 1995, puis de ses nombreux dérivés, copies ou ensuite parodies. Houston, we have a problem. Houston, we do have a problem. Houston, we don't have a problem. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Yeah. Houston, you got a problem. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem here. Houston, we have a problem. Et cela, quand les justifications à grand spectacle du maintien d'une industrie spatiale, les navettes, etc., n'oscillent pas entre le tragique, le comique et le pathétique, comme dans Armageddon Houston, you have a problem. ou Deep Impact en 1998. His name is Oren. I named him after you. Hello, Warren. Show me where you brought him. It's a mighty powerful rocket you got there. Dans ces années-là, la science-fiction la plus qualitative ou pionnière explore des espaces bien différents de celui du système solaire. Et c'est maintenant Antoine qui va nous montrer comment s'installe à sa place une curieuse nostalgie rétro-futuriste. Peu à peu, le rêve spatial est passé de la promesse d'un futur radieux et mobilisateur pour l'humanité à une ancienne rétro-futuriste, un symbole du passé, ou plutôt d'un futur passé avant d'avoir été pleinement réalisé. Dans son petit essai lumineux, Foreverisme, paru aux éditions indépendantes Façonnage en 2024, l'auteur et chercheur Grafton Tanner raconte comment la nostalgie, comprise comme le manque de ce qui a été perdu, est devenue une marchandise émotionnelle, consommable par le biais de la télévision, du cinéma, de la musique et de la culture populaire, pour conjurer la peur de l'avenir. Il dit « Dans un monde au bord de l'effondrement, le passé était l'unique garant de sécurité et de liberté. Les choses changent, évoluent et fluctuent sans cesse. Alors que tout semble si fragile et éphémère, seul l'avenir et les atrocités encore inconnues qu'il nous réserve sont plus terrifiantes que le présent. Les appels au progrès sont donc souvent tournés en ridicule. Ne restent donc que les appels au progrès du passé, justement. Comme par exemple cette série d'affiches produite par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, baptisée Visions of the Future, qui met en scène les planètes du système solaire dans divers styles rétro. À défaut de nouveautés mobilisatrices, on cherche à raviver auprès du public les flammes d'un enthousiasme antérieur. Les promesses spatiales des années 50-60 ont laissé la place à leur ombre, qui nous hante comme le fantôme d'un potentiel non réalisé. Un peu comme les pubs vieillottes de la saga Fallout, qui vantent constamment un mode de vie sécurisant et dépassé, sécurisant parce que dépassé, dont notamment pas mal de rêves de conquête des étoiles. Pour le philosophe Mark Fisher, la nostalgie est un cocon réconfortant et sûr qui, comme la pornographie, apporte la promesse rapide et facile d'une variation minimale pour une satisfaction déjà familière. Bref, la nostalgie est un parfait produit de consommation, qui nous rappelle tant le rêve spatial en lui-même que l'époque dans laquelle il s'inscrivait. Une époque où l'on pouvait rêver plus grand, plus haut, plus fort, sans penser aux impacts carbone de ses rêves, ni à la tronche sordide d'Elon Musk par exemple. Une époque dans laquelle il fait bon se rouler pour se rassurer, bien loin de l'enthousiasme des explorateurs scientifiques du XXe siècle, projetés vers leur avenir à eux, en leur temps. De quoi expliquer les torrents de films et séries qui puisent leurs références dans les décennies du passé, nous gavant jusqu'à écœurement des mêmes schémas et imaginaires en panne de réinvention. Une série télévisée illustre presque à la perfection le moment suivant de l'imaginaire spatial, celui qui nous amène à aujourd'hui et un peu au-delà. Série uchronique de grande ampleur, puisqu'elle imagine plus de 5 décennies de conquête spatiale ininterrompue, après que l'Union soviétique a coiffé les États-Unis au poteau sur la Lune en 1969. For All Mankind, diffusé depuis 2019, retrace avec un grand brio et une ironie presque évidente les différentes étapes qui nous font passer de l'espace des superpuissances étatiques à celui de l'astrocapitalisme et de la manière dont se crée ce mix sulfureux. Affectant un grand sérieux, c'est en réalité une fiction joueuse qui affûte notre compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement en traitant de ce qui ne s'est pas passé. Our great system will be judged by how we do in the field of space. Quite obviously, if we fail, we're humiliated here and around the world. Man is about to set foot on the moon. Я делаю это шаг во имя моей страны
Во имя моего народа и во имя марксистско-ленинского образа жизни. On doit aussi mentionner ici un roman tout récent de Gilles Bartholins, publié en 2024 aux éditions Rivage, du groupe Actes Sud, qui détourne et amplifie magnifiquement l'envers du décor du roman d'Andy Weir et du film de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon, pour mieux montrer les failles communicationnelles de la conquête du système solaire et la gestion des opinions publiques, nationales et mondiales, qu'elle suppose, à n'importe quel prix ou presque. What attempts have been made to make contact with Mark Watney? We're working on it. Does he have enough supplies to survive? We'll be looking into that. What does this say about the agency? Are you going to resign? No. La marchandisation de l'espace en soi est au fond un vieux thème de la SF dite classique, qui ne fait en général que recycler le motif du marchand, découvreur, vecteur précoce du commerce, de l'échange et de la colonisation. Mais nous ne parlerons pas d'extraterrestres éventuels dans cet épisode-ci. Pourquoi ce renouveau d'intérêt pour le système solaire, pour la Lune, pour Mars et pour la ceinture d'astéroïdes de la part des ultramilliardaires et de leurs séides ? Sous le masque de la science et de la destinée manifeste, pour reprendre le mot involontairement si monstrueux du journaliste John O'Sullivan en 1845, au moment de finaliser la dévastation européenne sur les populations autochtones d'Amérique du Nord, il s'agit bien de coloniser et d'extraire sans fin, de repousser les limites planétaires pour gagner toujours davantage d'argent et, surtout, ne rien changer à la façon de dominer les choses et les êtres. Le capitalisme a besoin de croissance, fondamentalement, et il doit donc, in fine, tout transformer en marchandises. Et quand c'est fait sur Terre, santé, éducation, police, défense nationale, famille, intimité, il ne reste à terme que l'espace. La science est l'alibi et la SF est récupérée, bon gré ou mal gré, comme agent de torsion de l'acceptation. C'est ce que nous montrent avec tant de brio deux auteurs essentiels de notre époque. Entre 1992 et 1996, le grand Kim Stanley Robinson, que l'on a eu la joie de pouvoir interroger ici même dans Planète B en 2024, a écrit sa trilogie martienne. Trilogie martienne qu'Elon Musk, qui la cite régulièrement, n'a soit pas lu en entier, soit découpé en menus morceaux pour n'en garder que 2 ou 3 extraits hors contexte qui servent son propos. De son côté, le Britannique Ken MacLeod, nettement moins connu en France, avec les 4 tomes de sa Révolution d'automne, publiés entre 1995 et 1999, dont, fort curieusement, seul le 3e a été traduit en français, mystères insondables de l'édition parfois, nous offre une magnifique et complexe fresque qui lie indissolublement l'expansion spatiale dans le système solaire aux différents changements possibles et souhaitables de la géopolitique comme de la sociopolitique sur Terre dans un avenir plus ou moins proche. Cet accaparement ou ce partage de gâteaux entre intérêts privés et États-nations qui se raidissent ou se délitent, c'est précisément ce que met en scène la formidable série The Expanse dans toute sa violence. Les 3 premières saisons, si on fait abstraction de la notion psychologique et narrative de danger extérieur, c'est l'avidité capitaliste déchaînée dans toute sa splendeur la plus glauque. No matter who controls cities or home, to them, we will always be slaves. Every time we demand to be heard, they hold back our water, aqua Bentalorda, ration our air and aloof Bentalorda until we crawl back into our holes in Bobo Bentalorda and do as we are told. Pourtant, la science-fiction récente montre l'impasse de l'expansion capitaliste, même habillée en nécessité de survie pour l'espèce humaine. C'est bien sûr tout l'objet retors à souhait du film Interstellar de Christopher Nolan en 2014. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. You sent people out there looking for a new home? The Lazarus missions. Well, that sounds cheerful. Lazarus came back from the dead. Sure, but he had to die in the first place. There's not a planet in our solar system that can sustain life, and the nearest star is over 1,000 years away. I mean, that doesn't even qualify as futile. C'est aussi, de manière plus fine encore, en mobilisant au passage aussi bien l'imaginaire du vaisseau générationnel, à bord duquel les familles descendantes d'un équipage initial doivent se préparer à coloniser une exoplanète bien lointaine, que celui de l'intelligence artificielle, le noyau central du roman Aurora de Kim Stanley Robinson en 2015, qui met en scène avec un sens joueur de la tragédie l'échec de la quête d'une planète B pour mieux ensuite se concentrer sur le sauvetage de la planète A, la nôtre, dans son formidable Ministère du Futur de 2020. C'est aussi ce que nous montre, d'une manière nettement plus poétique et plus intimiste, mais in fine tout aussi spectaculaire,
le Paideia de Claire Garand, publié en 2023 chez l'éditeur indépendant La Volte, avec sa poignée de survivantes du cataclysme planétaire en orbite autour de la Lune, où elles devront reconstruire l'humanité, et Les Jardins de la Lune de Catherine Dufour, publié en 2024 chez Robert Laffont au sein du groupe Editis, dont nous vous avons déjà parlé dans notre émission, avec son humanité réfugiée plutôt misérablement sous la surface de la Lune, en ayant importé un certain nombre de mauvaises habitudes. C'est que contrairement à ce que prétendent les idéologies de la destinée manifeste et de la croissance éternelle, et pour faire mentir à bon escient Konstantin Tsiolkovsky, le père de l'astronautique russe et mondiale, et sa phrase en forme de slogan pour astrocapitaliste en mal d'ancrage historique, phrase qui est d'ailleurs en réalité l'amalgame de deux citations différentes, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau », il existe d'autres manières de raconter l'espace, qui laissent de côté cette logique d'expansion et de frontières à dépasser à tout prix, et c'est ce dont Clémence va nous parler maintenant. Nouveau monde à conquérir et à coloniser, territoire à exploiter, gâteau à partager, on l'a vu tout au long de cet épisode, dans la science-fiction, l'espace n'est jamais neutre. C'est par excellence l'endroit où se rejouent les logiques capitalistes et coloniales opérant déjà sur notre bonne vieille Terre. Alors, comment raconter autre chose ? C'est précisément ce que Guillaume Singelin interroge dans Frontières, sorti en 2023 aux éditions Rue de Sèvres et label 619. Dans ce roman graphique, le contexte ne change pas. L'espace, aux mains des multinationales, est pillé, pollué, privatisé, et les personnes qui y vivent sont broyées par un système dédié à la conquête concurrentielle, vers l'infini et au-delà. Le contexte ne change pas, mais l'histoire s'éloigne des habituels récits teintés d'héroïsme et de dépassement de soi. On y suit 3 personnages. Jisoo tout d'abord, une scientifique idéaliste. Placardisée dans une station spatiale par la corporation qui l'emploie, elle va prendre conscience des logiques d'appropriation et d'exploitation qui se cachent derrière le vernis de la recherche. Sur sa route, elle croisera Kamina, une mercenaire en reconversion, après avoir perdu un bras, et Alex, un ouvrier spatial, mineur qui n'a jamais connu la Terre. Pour lui, l'espace, c'est l'usine. Guillaume Singelin l'explique en interview. Ces personnages ne sont pas des élus promis à de grandes destinées. Ce sont des personnes comme tout le monde. On les suit dans leur quotidien façon astro boulot dodo. Le trio va faire un bout de chemin ensemble, vivre des péripéties, mais pas comme des aventuriers romantiques. À la manière d'un space opéra cosy, ils vont plutôt essayer de vivre autrement, s'entraider, apprendre à mieux se connaître et accepter leurs propres limites. In fine, leur parcours relève plus de l'intime, de la réappropriation de soi et de l'émancipation personnelle. Raconter l'espace autrement, c'est aussi ce que propose Outer Wilds, sorti en 2019. Édité par Annapurna Interactive, ce petit bijou vidéoludique se démarque intelligemment de ce que proposent habituellement les jeux spatiaux. Alors, avant de vous expliquer pourquoi, il faut rappeler que tout jeu repose sur des mécaniques permettant au joueur de sortir de sa condition de spectateur pour agir. Et dans la plupart des jeux vidéo qui parlent d'espace, lorsqu'on agit, c'est pour miner, pour coloniser, pour terraformer, pour sécuriser un territoire ou le faire prospérer. En d'autres termes, l'espace est un terrain de jeu qu'on exploite d'une manière ou d'une autre. Outer Wilds propose une mécanique radicalement différente. C'est un monde ouvert, mais fini dans le temps. On explore un système planétaire sur les traces d'une civilisation disparue. Équipé d'un outil de traduction, on fait des découvertes et on les consigne dans son journal de bord. Oui, mais au bout de 22 minutes de jeu, le soleil se transforme en supernova et explose. Une nouvelle boucle temporelle débute et la partie recommence depuis le camp de départ. Ici donc, pas d'enrichissement, pas de stockage de ressources, pas de base à construire, rien ne peut être approprié durablement puisque les compteurs sont perpétuellement remis à zéro. L'espace est donc là uniquement pour être observé, écouté et compris. En visitant les astres de ce système, à différents moments, on en apprend plus sur l'origine de cette mystérieuse civilisation et on découvre les raisons de sa disparition. Et c'est ce qui fait toute la beauté et la poésie de ce jeu. Finalement, le seul vrai progrès, c'est la connaissance. Une fois de plus, la SF montre ses capacités à se rebeller face à un « there is no alternative ». Quand elle ne se contente pas docilement d'accompagner la marche du profit, elle propose des expériences de pensée parfois bien radicales qui nous poussent à réfléchir et à voir différemment. Nous avons évoqué avec vous Claire Garand et son Paideia, Kim Stanley Robinson et le parcours romanesque qui le conduit de Aurora et Lune Rouge à New York 2140 et au ministère du Futur, justement, ou encore Catherine Dufour et ses Jardins de la Lune.
La SF montre bien des alternatives imaginatives. Non pas conquérir l'espace en quête d'une planète B une fois terminé le saccage de notre planète A à la Terre, mais un soin apporté à ceux dont nous disposons. Habiter autrement notre berceau, comme l'aurait vraisemblablement dit Konstantin Tsiolkovsky, une fois informé de la situation et débarrassé de la propagande climato-sceptique ou au contraire survivaliste. Et une exploration scientifique raisonnée, patiente et déconnectée de la course au profit et à l'extraction. C'est celle que met en scène si précisément Becky Chambers dans son poignant « Apprendre si par bonheur » en 2019. Entre Ray Bradbury et sa fusée de 1954, toute d'illusions cinématographiques et de voyages immobiles, et Becky Chambers, chez qui l'exploration et la découverte reprennent un sens non marchand, nous avons à créer en permanence nos propres exoterritoires, pour reprendre le superbe mot de Fred Deslias dans son spectacle déambulatoire de 2018. C'est la fin de ce 23e épisode de Planète B, l'émission SF et politique de Blast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant circuler la vidéo, en vous abonnant ou en nous octroyant un don à la mesure de vos moyens et de vos envies. Vous êtes le garant de notre indépendance éditoriale et de ce que nous espérons bien être notre qualité. Nous avons donc plus que jamais besoin de vous.